bienvenue dans Au cœur du off. Notre premier invité du jour, c'est Jean-Marie Cambacérès, président de l'association France-Asie. Bonjour Jean-Marie Cambacérès. Bonjour et bonjour à toute l'équipe. Et oui, parce que c'est une très grande équipe que l'équipe du off. Alors Jean-Marie Cambacérès, on l'a dit, vous avez créé cette association France-Asie en 1993. Quelle était votre volonté première ? Notre volonté première, c'était de faire mieux connaître les pays d'Asie, pas seulement la Chine, mais les pays d'Asie aux Français, aux entreprises, même, et puis réciproquement aussi, de faire mieux connaître la France dans ces pays-là. Parce que c'est grand, l'Asie, et c'est peuplé d'Asiatiques, il y en a beaucoup. Et en 20 ans, puisque vous avez ce recul-là, quelles ont été les évolutions que vous avez pu constater ? Extraordinaire, extraordinaire. Honnêtement, on faisait un peu pionnier il y a 20 ans. Moi, j'avais commencé à apprendre le chinois il y a 40 ans, donc c'était aussi pionnier aussi. Et maintenant, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entreprises, énormément de touristes. Non, les choses ont beaucoup changé. L'Asie a beaucoup évolué, s'est développée d'une manière extraordinaire. Vous le voyez dans la presse tous les jours. La Chine rattrape même les États-Unis. Non, beaucoup de changements. Oui. Savannah Massé, bonjour. Bonjour. Savannah Massé est notre spécialiste des arts du spectacle et je crois qu'elle a quelques questions à ce sujet justement. Merci. Alors, bonjour Savannah. Bonjour Jean-Marie Cambacérès. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a un grand panel de compagnies asiatiques dans le off, 4 compagnies chinoises, 3 coréennes, 5 japonaises et 6 taïwanaises. C'est vrai que vous connaissez très bien les pays d'Asie. Je voulais connaître un petit peu le théâtre au Cambodge. Est-ce que vous pouvez un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un pays qui n'est pas forcément représenté, comme d'autres, la Thaïlande, le Laos ou encore le Vietnam. Mais le Cambodge vous tient particulièrement à cœur, alors est-ce que vous pouvez... Oui, d'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est le 50e anniversaire du off, je crois. Oui, tout à fait. Et c'était le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, puisque le général de Gaulle avait reconnu la Chine il y a 50 ans. D'accord. Et donc il y avait le président chinois, le Premier ministre, etc. qui ont fait ça. Alors en ce qui concerne le Cambodge, vous savez, c'est un pays qui a été meurtri. 25 ans de guerre civile, les Khmers rouges, l'occupation par les Vietnamiens, etc. Donc parler du théâtre, c'est un peu difficile. Parce que tous ceux qui faisaient du spectacle, des théâtres ont été tués, les écoles ont disparu, les troupes ont été disloquées. Ceci dit, il y avait une forte tradition. Et donc là, dans les 10-15 dernières années, tout ça est revenu, mais d'une manière un peu traditionnelle au début. C'est-à-dire ils ont reproduit ce qui se faisait dans le passé, mais il n'y a pas eu encore vraiment de création. Donc on retrouve, disons, le théâtre cambodgien autour de la danse, autour du ballet royal et autour des grands mythes qui parcouraient l'Asie, comme le Ramayana d'influence indienne, etc. Alors justement, en ce moment à Paris, au musée Guimet, il y a une exposition qui est 2000 ans de théâtre en Asie. Ouais. C'est vrai qu'à la base, le théâtre asiatique, il est connu pour ses masques, ses ombres, et aujourd'hui dans le off, il est surtout catalogué sous forme de danse. Oui, je ne sais pas exactement ce que faisaient ces troupes, donc je n'ai pas vu leur programme. Ça évolue, mais c'est vrai que globalement, c'est normal de le cataloguer un peu dans les danses, parce que ça soit l'Inde, que ce soit la Thaïlande, que ce soit le Cambodge, je viens d'en parler, et même la Chine, au début, on avait plutôt des opéras qui étaient à la fois de la danse, à la fois de la performance, un peu de cirque aussi, et puis des chansons. Il n'y avait pas vraiment cette notion, comme en Europe, de théâtre uniquement parlé, avec des personnages, vous voyez. Bon. Alors ça a changé un peu, mais même pendant la Révolution culturelle, la femme de Mao, qui s'appelait Chiang Ching, avait choisi uniquement, il n'y avait que 4 spectacles et c'était des ballets. La femme aux cheveux blancs, le détachement féminin rouge. Donc c'est normal, quoi, je dirais. Ceci dit, maintenant, ça évolue beaucoup, parce que ces grands pays, comme tout le monde, sont en contact avec l'Occident, les étudiants viennent, il y a des créateurs, il y a des nouveaux artistes, et donc il y a à côté de ce théâtre plus... traditionnel. Ouais, il n'est pas complètement traditionnel, mais il est catalogué, disons, en danse. Il y a maintenant un théâtre plus européen, entre guillemets, qui se développe aussi dans les pays d'Asie. Alors, merci beaucoup Jean-Marie Cambacérès d'être venu. Et d'ailleurs, on peut aussi vous remercier pour autre chose, puisque on peut vous remercier pour la cuvée du Festival Off 2015, qui est très bonne. Oui, vous pouvez goûter notre rouge, blanc et rosé. Et rosé. Et ce soir, on vient d'ailleurs avec une dizaine de producteurs, dont le président, et on va au restaurant, et on nous a dit que le vin marchait très bien, notamment le blanc.
Eh bien, on Voilà, en passera. tout cas, merci. On est très heureux depuis 2 ans de venir avec Greg Germain accompagner le Hof avec notre vin. Merci beaucoup. Merci. Alors, on parlait justement avec vous de ce théâtre asiatique souvent assimilé et catalogué dans la danse. Au Festival Hof d'Avignon, il existe une catégorie pour répondre à cette transversalité théâtre-danse. Et justement, cette catégorie s'appelle Danse-Théâtre. Julien Derouault, bonjour. Bonjour. Vous venez en Avignon avec votre spectacle Être ou Paraître, qui est un spectacle dans la catégorie danse-théâtre, à 22h30 au Chien qui fume. On regarde une bande-annonce. Oui, j'ai déréglé le temps. Et maintenant, le temps me dérègle. Mes pensées sont des minutes. Et par des soupirs, scandent fébrilement leur période dans mes yeux. Ces visibles cadrans que mon doigt, comme une aiguille, pointe toujours, du fait qu'il en essuie les larmes. Cette musique me rend fou. Qu'elle s'arrête. Apolline Alaguillaume, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste dans la télé du Hof, vous êtes une de mes collègues. Vous êtes allée voir le spectacle de Julien Derouault. Je crois que vous avez quelques questions à lui poser. Bien sûr. Oui, j'ai vu ce spectacle magnifique. Et c'est un spectacle donc co-chorégraphié par Marie-Claude Pietragala et vous-même, Julien. Et dans ce spectacle, je remarque que vous êtes autant acteur que danseur. Comment vivez-vous ce mélange des genres, vous qu'on perçoit avant tout comme danseur? C'est-à-dire que c'était vraiment un projet qui devait nous emmener vers ça. Depuis longtemps, j'avais envie d'utiliser la voix, d'utiliser justement le texte pour mêler la danse avec le théâtre. C'est vrai que le travail qu'on réalise avec Marie-Claude Pietragala depuis 10 ans s'appelle le théâtre du corps. Donc on est assez attaché à une forme de, pas forcément de narration, mais de sens du mouvement, de théâtralité dans le mouvement. Donc c'est déjà quelque chose que nos chorégraphies portent en elles. Et c'est vrai que là, la voix, l'utilisation du texte, qui est pour une part importante du spectacle aussi, voilà, c'était un domaine qu'on voulait approfondir et travailler. Oui. Donc vous jouez tous les soirs, ici à Avignon. Oui. On imagine combien c'est difficile pour le corps. Et malgré la fatigue et peut-être parfois la douleur, comment faites-vous pour recréer chaque soir l'émotion? Quelles sont vos recettes? Il n'y a pas vraiment de recette. C'est vrai qu'il faut se laisser un moment porter. Il y a le stress du démarrage, savoir si on va avoir la capacité physique d'être dans ce marathon de plus de 20 spectacles. Après, il y a une sorte de cut qui est à la moitié, qui fait qu'on se dit, voilà, on en a autant derrière nous que devant nous, donc on arrive un peu, il ne reste plus qu'à descendre la montagne, donc ça va déjà mieux. Et puis là, voilà, c'est la dernière ligne droite, donc je pense qu'on est plus dans le fait de se faire plaisir. Et puis aussi, je dirais que ce qui est très important, en tant que danseur, c'est quelque chose que moi je perçois depuis longtemps, c'est vraiment la capacité d'écoute aussi du public. Parce que parfois le public a l'impression qu'il peut, entre guillemets, faire sa vie sans nous, et c'est absolument faux, parce que quand les gens sont très à l'écoute, ils vous chargent eux-mêmes d'une énergie. C'est-à-dire que le public donne, ou des fois ne donne rien d'ailleurs, et vous sentez des salles assez froides, et c'est parfois celles-là qui sont compliquées à aller chercher. Mais je pense que voilà, c'est ce qui fait que d'un spectacle sur l'autre, on n'est pas dans la répétition absolue, on est toujours justement dans le spectacle vivant. Oui. Et donc vous n'êtes pas seul en scène cette fois-ci à Avignon. Il y a donc Yanaël Kennel qui a composé la très belle musique de cette chorégraphie. C'est lui qui vous donne la réplique pendant toute la représentation. Comment s'est organisée cette collaboration ? On voulait de toute manière, le fait que ce soit transdisciplinaire, c'est pareil, c'est l'essence de notre travail depuis très longtemps, mais c'est vrai que cette rencontre sur scène, déjà il y avait le choix des textes, parce que c'est vrai que les textes, il faut dire que c'est de la poésie. D'Aragon et de Shakespeare. Donc du coup, c'est vrai que le fait de travailler la poésie, c'est encore, j'allais dire, une autre manière de faire, d'évoluer. On voulait que justement cette poésie soit organique, soit
incarnée par le corps et vice-versa, qu'elle donne aussi, elle génère au mouvement des formes à travers la voix. Et on voulait que cette musique soit aussi un personnage sur scène, soit aussi des états d'âme, des humeurs, différents univers que va traverser mon personnage. Donc c'est une vraie connivence et un vrai dialogue entre ce poète, puisqu'on est beaucoup sur la poésie, sur l'acte de création, donc entre ce poète qui est le pianiste, l'autre pan poétique qui est aussi la danse, la poésie. Donc voilà, on fait dialoguer tout ça. Et Aragon, qui est un des signataires du manifeste des surréalistes, participe de cette époque où on était dans ces croisements et dans ces essais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce texte-là particulièrement, parce que ça allait avec cette hybridation. Alors, où est-ce qu'on peut aller voir ce spectacle, Pauline? Ça m'a passionné tout ce que vous disiez. C'est au théâtre de Le Chien qui fume, oui, à 22h30, c'est bien. tous les soirs. Et ça s'appelle Être ou paraître. Merci beaucoup d'être venu, Julien Derouault. Merci à vous, Jean-Marie Cambacérès, je le redis. Alors, nous allons maintenant parler d'une initiative unique en son genre, et ça s'appelle les souffleurs d'images. Créé en 2009 par le CRTH, Centre de recherche théâtre handicap, il s'agit de permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir aller au théâtre accompagnées par un étudiant en art qui leur souffle ce qu'ils ne peuvent voir. Aurélie Gélibert et Valérie Brunissen ont suivi Luce et Bruno qui sont allés voir le spectacle Nijinsky au théâtre du Roi René. On regarde. Le dispositif des souffleurs d'images est né il y a 7 ans dans le cadre de l'école du CRTH Acte 21. Une école qui mélange plusieurs publics en situation de handicap ou pas. Et donc sur des sorties pédagogiques pour permettre aux élèves aussi d'explorer d'autres formes d'art. Il se trouve que les personnes en situation de handicap visuel qui suivaient des cours chez nous n'avaient pas accès à ces sorties pédagogiques. Et du coup, c'était leurs amis, leurs camarades de classe qui leur soufflaient à l'oreille ce qui se passait sur scène. C'est un concept qui nous a tout de suite interpellés. Et donc on a décidé de mettre ça en place pour le tout public et pas seulement pour ceux qui adhèrent au CRTH. Il passe et toi tu restes. Les 3 comédiens tournent autour de Nijinsky. Le souffleur va décrire à la demande ce qui se passe sur scène. Il va décrire le plateau, les éléments de décor qu'on peut trouver, où est-ce qu'il est positionné. On peut se permettre aussi d'utiliser le tactile, c'est-à-dire proposer à la personne de poser sa main sur notre genou, de lui dessiner spatialement sur la main les éléments du décor par exemple, et s'ils doivent bouger, les faire bouger entre guillemets comme on ferait avec une tablette. Les souffleurs d'images, ça permet de rendre la pièce accessible. Ce qui est intéressant surtout, c'est que sur notre site internet, qui est automatiquement vocalisé, on met le programme des compagnies qui acceptent le dispositif, parce que c'est bien beau de se dire « je peux aller quelque part, mais qu'est-ce que je vais y faire ?» Et ça permet aux personnes d'avoir accès tout simplement à la programmation artistique et de faire leur choix en connaissance de cause. Pascal Parsa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du CRTH, justement. On l'a vu dans le reportage, vous êtes à l'initiative de cet outil d'accessibilité formidable qui s'appelle les souffleurs d'images. Mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est ce centre de recherche théâtre handicap? C'est déjà une histoire qui date depuis 22 ans, depuis 1993. Nous sommes déjà venus plusieurs fois au Festival d'Avignon avec la création du Théâtre dans le Noir, dont on a beaucoup parlé et dont beaucoup se sont inspirés. Notre travail est de faire un lien entre ceux qui ont des besoins à prendre en compte et ceux qui ont besoin de les prendre en compte, de se rendre compte. Nous travaillons aussi bien sur l'accès à la culture via les souffleurs d'images, mais aussi l'accès à la culture pour les lieux de culture, l'accès à l'éducation, à la pratique, à la formation, à l'insertion sociale, à l'insertion professionnelle. Voilà, notre travail, c'est de travailler plus sur l'injustice que sur le handicap. Alors, vous avez créé en 2004 une école de théâtre accessible aux personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Ou pas. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Comment ça se passe, cette formation? Ça se passe assez simplement, il suffit de tomber sur des gens qui ont envie de faire du théâtre, déjà.
dans un premier temps. Dans un second temps, il suffit de s'en remettre qu'au seul travail de chacun et à son engagement, et aussi de le confronter à ses ambitions et à ses possibilités, à ses réalités. C'est valable pour tous les élèves. Comment ça fonctionne, les souffleurs d'images? On peut aller voir tous les spectacles, il faut réserver. Et comment devient-on souffleur d'images? Parce que moi, par exemple, j'aimerais bien venir souffler des images si j'ai le temps. Vous n'êtes pas étudiante artistique, que je sache, non. donc c'est raté. Ah. Le principe du souffleur d'image, c'est de permettre justement une rencontre entre un responsable de lieu, de programmation, mais aussi un spectateur déficient visuel et un étudiant artistique. Pour le théâtre, ce sera un étudiant en art dramatique, mais aussi pour les beaux-arts, ce sera un élève étudiant pour l'école du Louvre, en tout cas sur Paris, et puis pour le cirque et pour la danse. L'objectif étant de permettre à ces spectateurs de rejoindre la culture, de participer au débat culturel, mais aussi d'affirmer leur culture. Pour les lieux de culture, c'est l'occasion de fédérer un public qu'ils ne connaissent pas sans investir lourdement. Pour un souffleur d'image, c'est l'occasion d'aller voir toutes les cultures sans débourser véritablement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte, encore une fois, que les uns se rendent compte et avancent ensemble. Mais c'est formidable comme initiative. Alors, lorsqu'on parle de handicap et de théâtre, mais pas seulement, on parle aussi souvent des sourds-muets. Et depuis plusieurs années, des pièces en langue des signes et paroles se créent, et surtout à Paris, grâce à l'International Visual Theatre, mais aussi au Festival d'Avignon Off, qui est toujours à la pointe. Valérie Brunissen, et cette fois-ci j'arrive à le dire, et Dorothée Nolan sont allées à la rencontre de l'équipe de Podane, une histoire contée, signée et rythmée à l'Espace Alia tous les jours à 14h50. En tout lieu et en tout temps, grand bonheur et petit chagrin se succèdent. Notre royale famille n'y échappera pas. La reine se meurt, abandonnant enfant. Ça fait 4 ans que j'apprends la langue des signes. Et après avoir commencé un peu à toucher à cette langue, j'ai eu envie de rencontrer des artistes sourds. Et moi, je suis comédienne au départ, en fait, et je me suis dit, si j'attends qu'un metteur en scène sourd vienne me chercher, je peux attendre très longtemps. Donc, je me suis dit, je me lance. Moi-même, je vais monter un spectacle et je vais aller à la recherche d'une comédienne sourde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Émilie. C'est pas facile en tant que comédien sourd. Parce qu'on n'a pas accès à beaucoup de choses. C'est vrai que le chant, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine du spectacle, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément très accessibles pour les comédiens sourds. Mais ça commence un peu à s'ouvrir et à se développer. Et actuellement, il y a de plus en plus de comédiens sourds et je vois qu'il y a des pièces qui se créent avec de la langue des signes. C'est une pièce tout public, ça a vraiment été, en tout cas, le travail d'écriture a été fait pour ça. J'ai essayé même sur scène d'essayer de rendre les choses visuelles. Donc c'est vraiment un spectacle tout public. Ici à Avignon, on a eu pour le moment un tout petit peu de public sourd, mais pas encore beaucoup, mais ça va venir. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. J'ai hâte en fait d'avoir des retours d'un public sourd pour voir si ça correspond à leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont à me dire là-dessus. Voilà. Pascal Parsa, vous travaillez aussi à l'insertion professionnelle dans ce centre des personnes en situation de handicap, et on a vu cette comédienne Émilie Rigaud, sourde de naissance, comme elle se dit elle-même. Comment ça se passe concrètement, cet accompagnement dans votre centre ? Alors, il se trouve que nous sommes consultants pour le fonds de professionnalisation, de solidarité que porte Audience pour le ministère de la Culture. Et nous avons été, je crois, des tout premiers à signaler la fragilité des professionnels dans le secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, car parfois on dit que la culture ne va pas bien, mais je pense qu'on peut aussi ajouter que ceux qui la font vont encore plus mal. Et donc, on travaille bien sûr sur l'insertion, mais aussi sur le maintien dans l'emploi. Pour ce qui
et de répondre à votre question. L'objectif, c'est d'abord d'apprécier le potentiel de la personne, bien évidemment, son réseau, et puis aussi d'apprécier la capacité des employeurs à intégrer cette réalité, car ce n'est pas le tout de s'emballer sur un sujet de fragilité ou de déficience, il faut aussi le gérer. Ça veut dire être capable d'avoir une équipe mobilisée, sensibilisée. Quand on a créé Vol de nuit en 2007, que d'ailleurs la HALDE de l'époque, le défenseur des droits aujourd'hui, avait reconnu comme le spectacle de référence, il a fallu mettre en place tout un ensemble de choses. Et c'est là aussi où nous travaillons, c'est de permettre justement, encore une fois, cette rencontre entre ceux qui veulent travailler, qui doivent travailler, et puis ceux qui veulent élargir le champ de leur savoir et aussi de leur réseau. Donc notre travail, c'est toujours de faire le lien, un peu comme un chaînon manquant. Alors merci beaucoup Pascal Parsat. On l'a vu, l'accessibilité au spectacle vivant pour tous est un combat mené sur tous les fronts. Et il peut aussi parfois s'agir d'aborder ce thème du handicap sur scène, de lever des tabous, d'en parler, et notamment aux plus jeunes. Et c'est ce que fait L'air de rien, notre prochain invité, Cyril Louge, dans son spectacle La petite casserole d'Anatole, tous les matins à 10h au Théâtre des Béliers. On regarde. Niebieskie ptaki ciągle na niebie, by z nimi lecieć, trzeba zostawić to, co najdroższe, i zostawiłam, i śpiewam teraz, kręcę się wokół, skrzydłami macham, tada, da 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 da. Cyril Louge, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Alors, je suis venue voir votre spectacle et j'ai été très touchée. Vraiment, c'est un spectacle qui m'a beaucoup plu et d'ailleurs qui est assez universel parce que voilà, il parle vraiment à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas confrontés au quotidien à un handicap. Cette pièce de marionnettes est tirée d'un album que d'ailleurs vous avez ramené. Merci de l'avoir ramené, parce qu'il ne se trouve pas facilement, je crois, plus très facilement. Plus très facilement, je crois, oui. Et pourquoi avoir voulu monter cet album dans votre mise en scène? Ben, moi, c'est le sujet du handicap et je dirais même plus largement de la difficulté d'être, en fait. C'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis très longtemps. Et je voulais partir pour une fois d'un album, parce que jusqu'à présent, les précédents spectacles de la compagnie étaient des créations originales. Donc j'ai beaucoup cherché, c'était très difficile de trouver un album, et je suis tombé un jour sur ce petit bijou. Parce que si c'est très réussi, on doit d'abord l'attribuer à Isabelle Carrier, qui a écrit cet album. Ce que je trouve formidable, c'est de partir d'un album qui propose déjà une idée de mise en scène que je trouve assez géniale. Puisqu'Anatole, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est comme les autres, sauf qu'il a une petite casserole accrochée à lui. Et ça complique beaucoup de choses. Et ce qui fait, à mon avis, que c'est assez universel, c'est aussi que la petite casserole, c'est pas directement un handicap. Ça. Donc la petite casserole, on l'a remplie, chacun l'a remplie avec ce qu'il veut. D'ailleurs, à ce propos, j'avais lu que Isabelle Carrier, au départ, son idée de départ, c'était un petit personnage qui était accompagné d'un beaucoup plus gros personnage, très encombrant, et qui s'appelait Gromosome, qui était déjà une super idée. Et puis c'est devenu une petite casserole, et quelque part, c'est plus universel. Oui. Alors, ce spectacle est accessible dès l'âge de 3 ans. Et pourtant, le jour où je suis venue, il y avait une majorité assez large d'adultes. Alors, déjà, première question, est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'est à cause du Festival d'Avignon et qu'il y a beaucoup plus d'adultes? Ou tout simplement, on a encore du mal à amener ses enfants voir un spectacle qui parle de handicap ou plus largement de mal-être? Non, la présence majoritaire d'adultes, c'est assez spécial au Festival d'Avignon, ça c'est sûr. Après, des adultes, il y en a dans
toutes les salles de jeunes publics. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur les niveaux de lecture, parce qu'il n'y a pas de raison que les adultes amènent les enfants et passent leur temps juste à attendre que ça se termine. Je pense qu'on peut parler à tout le monde, c'est l'intérêt et la difficulté du jeune public, c'est vrai qu'il faut arriver à toucher les gens à partir de 3 ans jusqu'au plus grand âge. Voilà, alors moi je ne crois pas du tout qu'il y ait aucun parent qui ait des réticences à amener ses enfants au spectacle, si ça parle du handicap, surtout dans ce cas-là, ça reste quand même assez poétique. Donc voilà. Dans votre spectacle, les manipulateurs, ils sont 2, une femme et un homme qu'on peut nommer aussi. Comment s'appellent-ils et têtes? Alors c'est Francesca Testi qui a donc aussi conçu les marionnettes du spectacle, et Anthony Diaz. Voilà, qui sont formidables. On a leur visage, ce qui n'est pas forcément toujours un des codes dans la marionnette. Souvent ils sont absents, masqués, et ils sont de véritables acteurs. Pour nous, public, leur visage, leur présence, et puis je ne dévoile pas tout, mais voilà, ils ont cette présence sur scène. Comment vous avez travaillé ça? C'était un choix dès le départ ou c'est venu pendant la création? C'est un choix qui est venu très tôt. C'est vrai que le précédent spectacle, Rumba sur la Lune, était en théâtre noir total, donc vraiment les manipulateurs étaient absolument invisibles. Et puis, bon, c'est vrai que c'est assez anecdotique. Moi, j'avais envie de changer, mais bon, ça, c'était pas très intéressant. Ce qui me paraissait, moi, plus intéressant, c'était d'intégrer les manipulateurs à l'histoire, parce que l'air de rien, ils sont présents, ils apportent leur sensibilité, leur humanité, qui est dans la pénombre, derrière les marionnettes. L'air de rien, on s'habitue petit à petit à leur présence, qui prend tout son sens à la fin, mais pour ça, il faut venir voir le spectacle. Et puis aussi parce que le principe de la mise en scène est que le spectacle se construit un petit peu sous nos yeux. Il y a beaucoup de choses qui se font à vue. Et aussi, je voulais leur donner le rôle des adultes ou de la société en général, parce que Anatole, il a beaucoup de bonne volonté, il fait plein de choses, mais il fait aussi beaucoup de bêtises sans le vouloir, et donc évidemment, quand on fait ça, on est réprimandé, et les manipulateurs sont là aussi pour ça. Pour réprimander le petit voilà. Anatole. Mais l'idée principale, c'est en tout cas de faire une double lecture le long du spectacle, l'air de rien. Alors merci beaucoup Cyril Louge, parce que c'est un vraiment très beau spectacle que je vous recommande avant la fin du festival. Ça s'appelle La Petite Casserole d'Anatole, c'est à 10h tous les matins, il n'y a pas de relâche? Pas de relâche. Au Théâtre des Béliers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on parlait à l'instant des manipulateurs qui habillent les marionnettes, qui les portent, les accompagnent discrètement et leur donnent vie. Julie Wolstinski, journaliste, est allée à la rencontre de Sarah Colas, qui, elle, habille, accompagne depuis les coulisses les 2 comédiennes de Et pendant ce temps, Simone Veil. Sarah est costumière et habilleuse. Le spectacle commence. Pendant ce temps, Sarah veille. Je suis habilleuse et costumière, donc là pour le spectacle Et pendant ce temps, Simone Veil. J'ai fait donc la création des costumes et je fais les changements de costumes sur le plateau pour aider les comédiennes à s'habiller pendant le jeu. En fait, au départ, on fait la mise en place des costumes et des accessoires, donc pour qu'elles trouvent très facilement les accessoires et les éléments à mettre sur elles. L'habillage, c'est un poste assez important. On est là aussi pour, un peu pour les soutenir, les encadrer et être autour d'elles si jamais il y a quoi que ce soit. Et surtout, avec la chaleur qu'il fait, il ne faut pas prendre des coups
des coups de chaud juste avant de monter sur scène. Donc l'habilleuse, voilà, elle est là aussi pour que tout soit en place et que tout se fasse assez calmement et de façon détendue, quoi. Ce qui est un peu magique au théâtre, c'est que tout peut basculer, même si on se dit qu'on connaît la pièce par cœur, qu'on l'a jouée, qu'elle a été jouée 100 fois, 200 fois. Tout est important en fait. Parce que après, c'est comme des petits rituels. Si on oublie une bague ou un collier, après, c'est vraiment... ça fait partie des rôles, donc c'est intégré depuis le début. On joue avec, on les voit, on sent un accessoire ou un vêtement. Si on oublie quelque chose, ça peut faire basculer une scène. Donc là, bon... vaut mieux être tout le temps vigilant, quoi. Mais bon. Un grand merci à Sarah Collas et toute l'équipe de Et pendant ce temps, Simone Veil, de nous avoir ouvert les portes de leurs coulisses. Vous pouvez aller les voir à 15h15 au Collège de la Salle tous les jours. Pendant que certains nous parlent de Simone Veil, d'autres s'inspirent de Primo Levi ou encore d'Isabelle Eberhardt. Dans tous les cas, ils parlent, jouent et créent à partir du réel, à partir de nos vies. Savannah Massé, rebonjour. Rebonjour Laura. Vous vous êtes intéressée à ce thème du théâtre inspiré du réel. Quel spectacle avez-vous retenu ? Alors, je vais vous parler de 2 spectacles. Donc, le premier, Primo Levi et Ferdinando Camon, Conversation ou Le voyage d'Ulysse. On va regarder des images. Vous avez dit dans un de vos livres que vous aviez écrit dans un but de libération intérieure. J'aimerais revenir sur cette déclaration. Vous écriviez dans quel but ? J'ai écrit parce que j'éprouvais le besoin d'écrire. Si vous me demandez d'aller plus loin et de trouver d'où naît ce besoin, je ne puis répondre. J'ai eu l'impression que l'acte d'écrire équivalait pour moi à m'étendre sur le divan de Freud. J'éprouvais un besoin si impérieux de raconter que je racontais oralement. Au Lager, je faisais souvent un rêve. Je rêvais que j'étais de retour. Je rentrais dans ma famille. Je racontais. Et l'on ne m'écoutait pas. Celui qui est devant moi ne m'écoute pas. Il se détourne et s'en va. C'est un spectacle en fait qui est inspiré d'entretiens entre un journaliste et l'auteur Primo Levi. Et en fait, ils se sont rencontrés très régulièrement entre 1982 et 1986. Et lors de leur rencontre, Primo Levi va évoquer son expérience des camps, sa vision de l'Allemagne et de nombreuses interrogations qu'il a quant à la montée du pouvoir pendant cette période-là et ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a touchée en fait dans ce spectacle, et ce qui est intéressant par rapport au réel justement, à ce qui est vraiment arrivé, c'est qu'on découvre un tout autre visage de l'auteur, on découvre vraiment son visage humain, et c'est touchant parce que c'est un visage qui est très tendre et qui est dénué de rancœur, parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, en fait, il préfère, à travers ses écrits, faire réagir les autres au lieu de réagir lui-même, malgré l'horreur et l'indignation de tout ce qui lui est arrivé. Et c'est sa manière à lui de crier. Donc c'est ça qui est très beau. Donc on découvre un tout autre visage. Et justement, pour parler de visage, on va passer à un autre spectacle. Donc Isabelle sans visage, qui se joue au Girasol à 21h. Et c'est des images de Mehdi Guiraud que nous allons voir. Nationalité russe. Mère, Natalia Charlotte Dorothée de Murder. Père,
L'inconnu. C'est une pièce en fait qui est inspirée de l'histoire de la journaliste Isabelle Eberhardt. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à Pessoa. Donc tout le monde connaît l'histoire de Pessoa, où à sa mort, on a retrouvé une malle avec de multiples identités. Là, c'est un petit peu le même cas d'Isabelle. Et en fait, dans ce spectacle, ils ont voulu montrer un autre visage de l'islam et de la femme. Alors c'est vrai que cette femme, elle est née en Russie, elle va aller en Suisse, elle va passer par l'Algérie, où elle va se convertir, pour ensuite retourner en France. Ça réconcilie en fait les impossibles avec vraiment cette volonté d'être fidèle, de rester fidèle à ses envies et à sa passion du journalisme. Et forcément, ça a des résonances actuelles avec tout ce qui est en train de se passer avec l'islam. Donc c'est dans cette manière-là que ça se rattache au réel et ça offre une toute autre lecture qui est beaucoup plus légère et plus culturelle et qui vraiment est très forte. Merci beaucoup, Savannah. Mehdi Guiraud, bonjour. Bonjour Laura. Prenez le micro pour me dire bonjour. Bonjour Laura. Alors vous aussi vous êtes allé voir comme Savannah une pièce qui s'inspire du réel, mais là qui s'inspire des événements qui se sont passés dans la fin des années noires en Algérie. Ça s'appelle « À mon âge, je me cache encore pour fumer ». Taïdir Ouazine, bonjour. Vous n'avez pas de micro, tenez. Bonjour. Vous faites partie des 9 femmes qui nous parle pendant ce spectacle. Mehdi est venu vous voir il y a quelques jours et je crois qu'il a quelques questions à vous poser. Oui, effectivement, Laura, j'ai vu 3 pièces et qui peut-être pourraient être les 3 âges de la condition féminine au Maghreb. À mon âge, je me cache encore pour fumer. On parle d'une Algérie des années 90, des années noires. Dans Haine de femmes, on nous raconte le climat atroce de Hassim et Saoud, où près de 50 femmes ont été violentées et qui se déroule au début des années 2000. Et dans l'atelier d'écriture de femmes françaises et algériennes qui a donné la pièce Des mots pour se dire, on a une vision plus universelle, plus contemporaine de la femme maghrébine et du coup de la femme française. Est-ce que vous trouvez, Taïdir, que la représentation des femmes du Maghreb a évolué ? Évoluer, c'est une question. Vaste question. Vous parlez des comédiennes au théâtre ou de l'image qu'on donne de la femme algérienne au théâtre ? De l'image que l'on donne de la femme maghrébine au théâtre. Alors non, elle n'a pas tellement évolué. On en est encore à parler de cette femme qui est soumise, qui ne respire pas, qui ne vit pas amplement, qui ne fume pas tranquillement, qui ne boit pas tranquillement. On en est encore là. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vivent ça. Mais on est encore à devoir traiter ça et moi, je regrette un petit peu qu'on ne parle pas de l'autre versant, c'est-à-dire de ces femmes qui, quand même aussi, sont dans un acte positif, combattent, sont dans la liberté. Ça manque un peu au théâtre. Effectivement, c'est ce qui m'a marqué dans toutes ces pièces, Laura. C'est la résilience des femmes du Maghreb. Et du coup, la réaction dans la salle est souvent quelquefois un peu surprenante. Qu'on ne se trompe pas, hein, la pièce est très bien accueillie. Il y a des standing ovations quasiment tous les soirs, il me semble. Et je me demandais si ça avait permis d'améliorer la connaissance du monde arabe à travers cette pièce. Alors un certain regard sur le monde arabe, mais c'est un regard sur des regards. Heureusement que l'Algérie, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. La femme est plus large, l'Algérie est plus large. Heureusement. Là, c'est un prisme des années 90. Dans les années 90, avec des femmes qui sont en souffrance, et il n'y avait pas que les femmes qui étaient en souffrance. Là, on a choisi évidemment la femme parce que c'est l'être sur lequel l'homme, la femme se laisse violenter par l'homme. C'est un peu ce qu'on traite, ce que la pièce traite dans À mon âge. Alors, comme je vous disais, cette pièce m'avait énormément touché. En particulier, pour moi, c'est presque un peu une Madeleine de Proust parce que ça me rappelle un peu les discussions entre mes tantes dans mon enfance et d'une manière générale a été vraiment très bien accueillie à tel point que vous avez reçu le prix du Club de la presse d'Avignon et du Grand Avignon. Qu'est-ce que cela permet d'apporter à une pièce ? Je vous le dirai dans quelques temps, si ça arrive. Pour le moment, on est assez content. C'est bon parce que c'est un titre honorifique. Enfin, c'est une forme de reconnaissance. Ensuite,
Ensuite, pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Mais ça ne promet que des bonnes choses pour la suite de cette pièce. Après Avignon, vous avez été quand même très bien reçus en Avignon. Oui, en tout cas, on a effectivement été très très bien reçus. On est toujours très, très étonnés de l'accueil du public sur cette pièce, sur ce sujet. On est vraiment tous les soirs très étonnés. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est normal. Vous avez un très beau plateau et une très belle mise en scène et d'excellentes actrices. Alors, on peut venir vous voir, donc c'est au Collège de la Salle à 20h40, il faut réserver. Hein. Il faut réserver jusqu'à demain, après il y a des places, samedi, dimanche il y a des places, vendredi, samedi, dimanche il y a encore... Et ça s'appelle « À mon âge, je me cache encore pour fumer ». Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Nous quittons l'Algérie pour aller dans un tout autre pays qui s'appelle l'Espagne, qu'on connaît bien, avec le spectacle, pardon Mehdi, Al Andaluz Flamenco Nuevo. Bonjour Paco Fernandez. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Yasrine Mouattari. Bonjour. Vous êtes allé voir ce spectacle et je crois que vous avez passé un très bon moment. Un excellent moment et surtout un moment dépaysant parce qu'on reste dans le bassin méditerranéen. C'est Al Andaluz Flamenco Nuevo. En fait, c'est conçu comme un voyage en Espagne, forcément, et précisément en Andalousie, à travers les différents flamencos, parce qu'il n'y a pas un flamenco, mais il y a, je vais frimer un peu, il y a des différents palos. Donc on y goûte à la buleria, à la sevillane, à différents styles. Mais c'est aussi un voyage qui va au-delà de la Méditerranée, un peu à l'image du flamenco finalement, qui est une musique nomade, qui a beaucoup voyagé, qui s'est beaucoup métissée. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, c'est une musique qui est très, très métisse, très diversifiée, de par son voyage, effectivement, parce que ça part de l'Inde, ça passe par le Maghreb, l'Amérique latine aussi, ça s'est mélangé aussi avec beaucoup de musique d'Amérique latine. Et donc du coup c'est une musique qui est très métissée et qui est très riche grâce à tous ces métissages. Et vous en rendez compte dans ce spectacle. D'ailleurs, vous avez choisi de l'appeler El Andalus, qui est le nom arabe de l'Andalousie. Exactement, c'est Al pour donner le Al justement signifie donc Al-Andalus. C'était l'époque justement où il y avait les trois religions qui cohabitaient en Andalousie de façon tout à fait harmonieuse. Alors, ça, c'est pour la référence historique, mais ça s'appelle El Andaluz Flamenco Nuevo. Alors, c'est quoi ce nouveau flamenco, ce style Le nouveau flamenco, c'est parce que nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute pas mal d'instruments nouveaux, comme le violon, des choses comme ça, qui se fait déjà depuis pas mal d'années, et on essaie de donner une touche un peu plus nouvelle dans ce qui se fait, pour pas rester dans des schémas trop archaïques, on va dire, hein, et continuer justement le métissage qui s'est toujours produit dans le flamenco, le continuer encore aujourd'hui. Voilà. Et votre troupe, El Andalus, est une habituée du festival Off. C'est vrai. En même temps, c'est pas si étonnant que ça, parce que s'il y a bien un style musical qui est franchement théâtral, c'est bien le flamenco, que ce soit dans le chant, dans la danse, ou dans la façon de jouer. Est-ce qu'il faut être un peu comédien pour jouer du flamenco ? Oui. Oui, vous allez voir, on a une danseuse qui joue tout à fait, qui rentre vraiment dans les personnages, même les danseurs aussi. Hein. On est une troupe on est très nombreux, donc là on est venu sur le Festival d'Avignon, on est venu une petite équipe qu'on tourne un petit peu pour faire tourner un petit peu les différents interprètes. Vous venez essentiellement de Lyon, hein, vous êtes de la région lyonnaise. En France, on est basé sur la région lyonnaise, effectivement. Très bien. Et donc, vous venez de vendre la mèche, vous allez nous jouer un petit extrait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez choisi de nous interpréter ? Alors, ce qu'on a choisi, c'est une buleria, justement, qui est le style emblématique du flamenco, qui est... Super. Voilà, et donc nous avons 2 danseurs et une danseuse aujourd'hui. Enfin, ce soir, je ne sais pas si... Alors, on va avoir... Oui, pardon, excusez-moi. Non, je voulais juste rappeler que c'était un avant-goût d'un spectacle qui se joue tous les soirs en Avignon. C'est tous les soirs, dont ce soir d'ailleurs, dès 22h. Vous pouvez retrouver El Andaluz Flamenco Nuevo à l'Espace Roseau. À l'Espace Roseau. Jusqu'au 26 juillet. Mais super, merci beaucoup. Alors, juste le temps que Paco Fernandez rejoigne son équipe et se prépare, pour notre plus grand plaisir, moi, il me tarde de voir ça. Voici les bonus du jour. Alors, les flyers originaux par Jean-Benoît Gamichon et Amandine Blanc, l'abécédaire de Christophe Dugour
et les interviews minutes de Ella Camarou et Amandine Blanc encore. Pour ma part, je vous dis à demain pour notre dernier plateau de Au cœur du Off 2015 avec en invité Greg Germain et bien d'autres. À demain. V comme vert. La couleur verte est considérée comme maléfique dans le monde du spectacle, exception faite des clowns, depuis le jour où certains comédiens ont trouvé la mort parce qu'ils portaient un costume vert à même la peau. On a pu attribuer cela à l'époque aux effets toxiques de l'oxyde de cuivre ou de cyanure présents dans la teinture verte. Tracté. Les soldes. Et puis danser dans la rue. Je me brosse les dents tous les jours, embrasser les passantes. Tracté. Voilà. Une piscine dans la rue. Je joue tous les jours. Déambuler en plein soleil. Boire des packs à l'eau. Je bois du coca. Je transpire. C'est censuré. Je vais voir des spectacles surtout. Parler à tout le monde, tout le temps. Je bois du thé. Qu'est-ce qu'on fait Mais comme hier. Tu veux dire comme hier soir? Oh non, je dis pas non, il faut pas le dire. Ça reste entre nous, ça. C'est que pour le festival. Que vengo de mi Extremadura, vengo de mi Extremadura, de ponerle a mi caballo de plata la herradura, que de ponerle a mi caballo de plata la herradura. Gitana más que gitana tiene ese galardón. Me sale de mi persona, lo digo de corazón. Hay en el mundo no hay gitano que lo diga. Y lo mismito que te voy a decir yo. Piropo pa' tu boca y un piropo pa' tu pelo. Cuando hablo de tu persona, primo, en un piropo me quedo.
que viene el tío Piculave. Viene el tío Piculave con una carga de leña que no cabe por la calle. Ay, con una carga de leña que no cabe por la me divertía contigo a tu lado, soy tu compañía de caricia y besos de noche y día. Solo con mirarte me estremecía. Me divertía contigo a tu lado, soy tu compañía, caricia y besos de noche y día. Solo con mirarte me estremecía.